Bienvenue à tous. Hello. On voit que les personnes commencent à arriver petit à petit depuis, quelques instants déjà. On a eu même des personnes en avance. C'est assez rare, c'est beau. On va attendre un peu avant de commencer, que chacun arrive, sorte de ses réunions, finisse sa journée et se connecte petit à petit. Est-ce que vous nous confirmez que vous voyez bien, l'écran Miro? Yes. On repose, on est Avec bien. la slide, We love product. On a innové. On a essayé de C'est faire une fini les présentation slides. directement sur Miro, pas faire des slides. C'est ça. On va se déplacer dans un espace, plutôt que suivre des slides, même si le début de l'intro, c'est plutôt des slides. Hop, donc normalement on est bon. On voit les gens qui commencent à arriver. On va pas commencer tout de suite le temps que plus de monde arrive. Avant de commencer la réelle introduction, pour ceux qui seront pas familiers avec Livestorm, petite explication de comment ça va se passer pour interagir au cours de la session. Sur la partie de droite, vous avez tous déjà remarqué le chat qui est assez classique, mais il y a d'autres sections, disponibles sur, Livestorm pour interagir. Je vous conseille notamment d'utiliser la partie questions pour poser des questions tout le long. Ça va nous permettre derrière de mieux les voir, justement pour pas que ça se perde dans le chat, mais vous pouvez aussi voter pour des questions qui ont été posées si jamais justement, elles vous paraissent pertinentes, que vous êtes aussi intéressé pour avoir les réponses. Comme ça va nous permettre, derrière, à la fin de session, pendant la partie Q&A, de venir chercher, les questions par ordre de priorité. On va essayer de répondre à toutes vos questions. Si jamais on n'arrive pas, sachez qu'il y a aussi possibilité de répondre à l'écrit et donc ce sera encore accessible après coup. Donc même de la même manière, si vous partez, si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, ça restera accessible dans le replay, également. Et une autre partie qui est la partie, sondage qu'on va utiliser plutôt sur le début pour en apprendre un peu plus sur vous. Donc on va vous poser quelques questions, ça va nous permettre de mieux justement, orienter certains échanges, que ce soit pendant le Q&A ou pendant les échanges qu'on va avoir avec Antoine au cours de la session. Donc n'hésitez pas à répondre et à interagir sur ces différents onglets. Je vais commencer à avoir plus de monde. Bienvenue à tous qui arrivez petit à petit. On est une vingtaine pour le moment. On va commencer tranquillement avec l'introduction d'ici quelques minutes. En parlant de Miro, j'ai vu qu'Atlassian ont fait une annonce là, ils vont sortir leur clone de Miro Oh là là, eux aussi. et ils clonent tout. On va Bah, encore dès une qu'elles fois. fonctionnent, hein, les gros après, ils vont chercher ça, hein. Ouais, La prochaine fois, peut-être qu'on fera là-dessus, hein, qui sait? peut-être, si c'est bien. J'ai, pour info, nous on a testé, leur clone de Product Board qui Ouais, s'appelle, Jira Discovery, oui, ou Jira ouais. Product Discovery et c'est très, très bien. C'est vraiment, J'ai pas mal du tout. expérimenté aussi, il y a du potentiel. Pour le coup, c'est plus flexible et moi, ce que j'ai bien apprécié, c'était la partie, impact effort, le mapping. Oui. C'était intéressant d'avoir ça, ça changeait de ce qui était proposé juste avec les boards. Effectivement, jusque-là, board, workflow qui était assez classique, data. Ça changeait pour le coup. Ouais, j'ai trouvé ça plus customisable. Il Ouais. faut un peu deep dive pour comprendre, la mécanique globale, mais une fois qu'on l'a en main, en fait, c'est vraiment très puissant. Et encore, c'est encore, seulement en bêta pour le moment. Donc ça Oui, mais je crois qu'ils ont potentiel. annoncé là qu'ils sortaient bientôt de la Ouais, bêta. Je crois que la phase, gratuite est terminée, il me semble. malheureusement. Hem, mais ça reste, beaucoup moins cher que les licences Product Board. Mais bon, je ne fais pas de pub pour Atlassian. Il n'y aura pas de lien d'affiliation à la fin de ce live. Tu nous dis pas tout. Ils t'ont demandé de placer quelques mots-clés. C'est ça, exactement. Mais bon, on fait la conversation en attendant qu'on ait plus de monde. Oui, oui, ça N'hésitez va pas aussi commencer. si vous voulez réagir à ça, si vous avez déjà testé, vous pouvez aussi réagir, nous dire si vous avez déjà testé le Jira Discovery ou d'autres outils, type Product Board. Si ça vous intéresse, on peut en parler aussi en attendant les retardataires. Mmh. Il y a Harvester aussi, parce que quand on parle, comme le principe de la pub à la télé, on va nommer tout le monde. Donc il y a comme concurrent à Product Board, il y a aussi Harvester qui est une super boîte française. Faut promouvoir la France un peu. Ouais. Hop.
Bonjour aux derniers arrivés. Donc, je vais commencer l'introduction doucement, si ça vous va, avant qu'on passe à votre sujet, pourquoi vous êtes venus tous aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire porté par la communauté Wheel of Product. Pour ceux qui ne connaissent pas Wheel of Product, c'est une communauté de partage et d'échange pour parler de product management, mais aussi de product design. On va regrouper des PM, des PO, product designers, des head-off, mais aussi des rôles dans le marketing, dans la tech. Vraiment, si vous êtes intéressés par ces sujets-là, vous êtes tous les bienvenus. On a un compte sur Meetup et sur LinkedIn plutôt pour la partie événementielle, on a pas mal de monde, mais surtout, on a une communauté sur Slack. Donc si ça vous intéresse, on vous partagera aussi comment y accéder. C'est hyper intéressant si vous voulez demander de l'aide à des personnes, à des pairs justement qui travaillent dans le secteur aussi, des conseils. Si vous voulez partager de la veille ou être enrichi justement de la veille d'autres personnes, vous êtes les bienvenus et ça vous intéressera certainement. Cette communauté, elle est portée, elle est animée par Monsieur Guise, qui est une agence en product management et product design. Donc, il va faire essentiellement de la régie, mais aussi de la formation et des offres plutôt de conseils. Et on est du coup des PO, des PM, product designers, UX, UI, mais aussi des product et des design ops au sein de cette entreprise, justement, pour faire le lien et partager notre expertise aujourd'hui. Mais trêve de bavardage, ce qui vous intéresse, on le sait tous, c'est ce sujet-là. Aujourd'hui, on va se parler d'un sujet qui fait beaucoup parler de lui depuis déjà plusieurs mois, mais qui en réalité existe bel et bien depuis plusieurs années. Il s'agit de l'intelligence artificielle. Et vu qu'on est entre fans de produits essentiellement aujourd'hui, vous doutez bien qu'on va parler de produits IA. On va se parler de conception et de pilotage de celui-ci, et on va aller du discovery jusqu'au delivery, en parlant aussi d'organisation et d'équipe. Pour ce faire, donc, j'aurai le plaisir d'animer la session du jour. Donc, moi, je suis Laurie Perron, je suis Product et Design Ops chez Monsieur Guise et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Antoine, que je vais maintenant laisser se présenter. Merci Laurie. Donc moi, c'est Antoine Marchetti, je suis le CPO de 22, qu'on appelle aussi 22 si on a envie de le lire en français. Moi, j'ai un parcours assez classique dans le monde du produit et de la tech. J'ai commencé par des postes de chef de projet avant que l'agile arrive avec sa vague déferlante au début des années 2010. Donc, j'ai travaillé en agence, j'ai travaillé chez le client. Et puis, vers 2011, ouais, c'est ça, 2011, j'ai rejoint Mappy. Et c'était une double découverte, puisque je découvrais à la fois les organisations product, donc j'ai pris un rôle de PO, sur le front web Mappy et également, j'ai découvert, l'agile et ça a été vraiment une révélation pour moi. Donc je suis resté 7 ans chez Mappy, je suis parti, j'avais un poste de lead PO et en 2019, j'ai rejoint, une équipe, de fous furieux chez 22, où j'ai pris la direction produit et puis le reste de l'histoire, bah, du coup, on va la faire Je vais ensemble. raconter. Pour la suite, donc je vais arrêter de suivre et je vais te suivre toi pour que tu nous embarques. Est-ce que vous pouvez nous confirmer au fur et à mesure que vous voyez bien qu'on se déplace? C'est la première fois qu'on teste cette nouvelle fonctionnalité aussi Livestorm, donc on fait des Si tests en direct. Ouais, si vous voyez le logo 22, c'est que tout va bien. Sinon, ça veut dire que vous ne suivez pas. Est-ce que c'est OK? Est-ce Comme qu'on ça, sait je peux suivre. exactement? Suspense. Ouais, attention, il y a des gens qui sont en train d'écrire. Il faut se déplacer OK. Est-ce que vous voyez quand même est-ce que vous pouvez me follow Ouais, éventuellement? Antoine, tu peux leur demander justement qu'ils te follow tous, ce sera le plus simple, je pense. Si je clique, Tu cliques bring sur ouais, everyone to me. Donc OK, voilà. normalement Normalement, c'est OK. on est bon. C'est comme si on était réellement dans Miro. OK, Attends. c'est parti. Donc, Allez, 22, c'est une entreprise qui est née en 2015. Hem, je vais essayer d'aller vite, hein, parce que le but, c'est surtout de parler de product et de parler, un peu moins de tech et d'entrepreneuriat. Il y aurait beaucoup de choses à dire. De 2015 à 2019, il y avait essentiellement une équipe R&D, donc qui était hop là, on va aller sur la partie organisation, qui était organisée de manière très classique, je dirais, un peu à l'ancienne, en cycle en V, avec, des ressources qui étaient donc des ingénieurs, R&D et des chefs de projet. Donc, la boîte n'était pas en agile
et fonctionnait comme un laboratoire externalisé de R&D pour des grands groupes. Donc, la boîte à l'époque a réalisé, des dizaines de POC pour des grands groupes type Airbus, Renault, Avia, SNCF et cetera. Ce qu'il faut savoir, c'est que la spécificité de 22, c'est de faire du deep learning, donc de l'IA, mais adapté à un champ bien particulier qui est la computer vision. Donc la computer vision, c'est tout simplement pouvoir détecter, un certain nombre d'objets ou d'interactions entre des objets sur des flux vidéo. Donc on peut le faire en temps réel, on peut le faire a posteriori sur des fichiers vidéo. Donc, vous avez peut-être dû déjà voir, ces exemples où on voit dans une image qu'on détecte, des visages, qu'on détecte des personnes, qu'on détecte des véhicules. Donc ça, c'est exactement ça, c'est la computer vision qui utilise des algos qui ont été donc entraînés en deep learning. Je reviendrai un petit peu plus sur la particularité en fait de cette techno, mais dites-vous que pour que ça fonctionne, c'est pas magique, hein, l'IA, c'est évidemment, beaucoup de travail, mais c'est surtout beaucoup, beaucoup de data. Donc avant de faire comprendre à un réseau de neurones ce qu'est un humain ou ce qu'est une silhouette humaine, il faut le nourrir avec des centaines de milliers d'images d'humains qui ont été annotées. C'est-à-dire qu'on a pu indiquer que ici, à cet endroit, il y a un humain et c'est pas un chat, c'est pas un chien, c'est pas une voiture. Et faire ça, en fait, pour tous les objets qu'on va vouloir détecter. Et une fois qu'on a fait cette phase d'apprentissage, on peut donc détecter des choses dans l'image. Et c'est là où intervient le côté plus sympathique du produit, c'est qu'on va pouvoir proposer un service au client pour répondre à différents use cases. Donc, de 2015 à 2019, c'était vraiment une phase d'exploration avec des POC dans tous les sens, dans des domaines très différents, dans le médical, dans la sécurité, on a même fait des POC, sur, des détections de moustiques, pour savoir, quelle espèce de moustique, est-ce que c'est des mâles et des femelles? Enfin bref, c'était vraiment, très, très large et durant tout ce temps-là, en fait, on a maturé, la phase suivante qui était le fait de pouvoir créer un produit. Donc il y a eu un vrai pivot, en fait, du mode projet au mode produit. Et moi, je suis arrivé exactement à cet endroit-là. En fait, j'ai été recruté pour ça, pour, faciliter ce pivot. Hem, Entre Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment tu passes à une multitude de POC justement? Rentrer plus dans le détail, quels ont été les critères justement? Comment vous êtes passé à un produit? Comment tu as fait ce pivot-là? Comment tu as embarqué les équipes justement pour le faire? oui, alors, il y a eu, plusieurs points. Le premier, c'était le fait de choisir, le produit qu'on voulait réaliser. Donc là, la sélection à l'époque s'est faite, sans équipe marketing, il n'y en avait pas, donc il n'y avait pas encore de PMM, ils sont venus bien plus tard. Donc ça a été surtout des, études qui ont été menées à la fois par les sales, et également une partie de la direction qui s'est, comment dire? Qui a mis les mains dedans en fait. On a pu comparer, des profondeurs de marché, on a pu comparer des écosystèmes aussi. Est-ce qu'ils étaient prêts à recevoir ce type de produit? Et à la suite de ce travail d'analyse, on s'est focalisé sur, les infrastructures des caméras installées en ville. On appelle aussi les smart cities. Donc, typiquement, une mairie qui déploie un réseau de caméras et ces réseaux de caméras sont utilisés pour, de nombreuses choses et donc de nombreux use cases. Ça, c'est la partie, je dirais, plutôt, product market fit, donc orientation marketing. Après sur l'organisation qui en découle, c'est là où ça devient un peu plus intéressant. C'était plus du coup mon rôle, c'était, comment est-ce qu'on va faire une transition en termes d'organisation tech and product pour passer d'un mode projet à un mode produit. Donc la première chose, la première séquence, ça a été celle-là. Donc c'est cette première phase, hein, qui a été, on va dire grosso modo de l'année fin 2019 jusqu'à 2021, de début 2021. Donc c'était une grosse année, de conception design, de la première version du produit et son lancement. Donc on s'est organisé de la manière suivante, c'est qu'on a, construit une équipe, qu'on a appelée l'équipe real time parce que notre premier produit, on voulait que ça soit un produit de détection en temps réel. Et on a sécurisé un certain nombre de ressources qui allaient travailler, qui allaient focuser uniquement sur, la conception et le développement de cette V1. À côté de ça, en fait, on n'a pas tué le mode projet immédiatement parce qu'il faut savoir que c'est la boîte, en fait, est née sur fonds propres, donc elle a bootstrappé
Donc on ne pouvait pas, d'un coup, se dire: «On arrête d'avoir des revenus et on fait du produit en mode conception pendant un an». Donc en fait, il y avait une autre partie de l'équipe, qu'on appelle la team, POC, qui a continué à exister avec des chefs de projet qui continuaient en fait, à alimenter l'équipe en projet. Donc on avait un peu ce double stream, un peu schizophrène et moi j'ai essayé de faire en sorte que la transition se passe bien et c'était souvent très difficile parce que quand il y avait un nouveau projet qui arrivait, la tentation était grande d'aller prendre des ressources de l'équipe produit et il fallait pouvoir les sécuriser. Donc du coup, on avait à la fois des chefs de projet et on avait des PO, enfin un PO plutôt au départ qui s'occupait de la vraiment de la product team, donc qui était l'équipe real time. On avait également 2 product designers, qui ont, réalisé toutes les interfaces et l'UX UI du produit. Également une équipe R&D. L'équipe R&D, elle, son rôle, c'était d'alimenter, à la fois, la team, POC et la team, real time. Alors, du coup, ça a été une année super parce que là, vraiment, quand vous arrivez dans une boîte, et que, vous travaillez depuis des Faire. années pour un produit qui était le même depuis des années et qu'on vous dit: «Bah, je te donne les clés du camion et tu crées, ton propre produit», c'est hyper enthousiasmant. Mais c'est aussi plein de comment dire? Plein de nouvelles problématiques. Évidemment, il y a eu des moments de doute, il y a eu des problèmes sur lesquels on n'avait pas vraiment de référence parce qu'on est sur un produit innovant et donc on ne peut pas se comparer en fait aux autres. Et voilà, ça a été une année qui était assez Assez chargée. riche. Ouais. On a sorti notre première Beaucoup. version donc comme je l'ai dit, en février 2021, avec un premier déploiement client, dans la ville de Versailles. C'était un super jour. J'ai encore des belles photos de cet événement. Et là a commencé, une autre phase, qui est un peu la phase du réalisme. C'est-à-dire que quand on crée un produit, on imagine, la manière dont le client va s'en servir. On projette des choses à travers la connaissance qu'ont les sales, en fait, de l'écosystème et ensuite, ben, on est face à la réalité. Et la réalité, c'est que l'écosystème dans lequel on existait, c'était, celui des VMS. Alors les VMS, c'est des logiciels qui existent depuis des années, hein, qui sont plus vieux que nous, qui sont ces logiciels qui permettent de récupérer des flux vidéo et de les afficher sur des écrans. Ça permet aussi de stocker les vidéos sur des disques durs. Et en fait, on a besoin de se connecter à ces VMS pour pouvoir, nous, derrière, permettre à nos clients, d'avoir des détections en temps réel sur le logiciel donc qui s'appelle 22 Core. J'ai oublié de dire le nom, et fait que le nom de notre plateforme, c'est 22 Core. Et donc on a pendant cette première année, finalement, pas beaucoup avancé sur la partie IA, sur la partie, je dirais recherche fondamentale. On a surtout, mis de l'effort et du focus sur la connexion à ces VMS, sur le fait d'être compatible avec cet écosystème, parce que c'est ça qui nous garantissait de pouvoir rentrer chez nos clients. C'était le laisser-passer. Donc on a discuté, on a créé des partenariats avec les plus gros VMS du marché. Donc il y a Genetec, Milestone, enfin bref, c'est des noms qui doivent peut-être rien vous dire parce que tant qu'on n'est pas dans cet écosystème-là, effectivement, ça paraît un peu lointain. Ce sont les leaders mondiaux et voilà, donc il y a eu, des échanges, des échanges intéressants en termes de techno. On a mis au point des connecteurs, des API qui ont permis, effectivement cette transition vers l'intégration au sein de l'écosystème et vous savez, c'est un peu comme, alors je ne sais pas s'il y a des jeunes parents, dans l'assistance. C'est un peu comme vous faites un premier enfant, Je vais lever la main si c'est le cas. voilà, et que vous faites un premier enfant, que ça se passe bien et vous dites: «Bah, du coup, on est fort, on va en faire un deuxième». Et beh, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit: «Bah, on a réussi à sortir un produit real time, on va sortir un produit qui va s'appeler Replay, qui va faire la même chose, mais sur des use cases a posteriori». Alors, le produit Replay, ça a été un produit qu'on a imaginé, en relation, avec, le ministère de l'Intérieur, parce que le ministère de l'Intérieur voulait un logiciel pour aider les gendarmes et les policiers, dans les enquêtes à, aller plus vite lorsqu'ils récupéraient des fichiers vidéo.
Donc, on récupère, admettons, des dizaines d'heures, en fait, de fichiers vidéo, par exemple, une rue, vide la nuit et en fait, on recherche un individu en particulier, une voiture en particulier et donc là, notre logiciel va nous permettre, en fait, en rentrant un certain nombre de critères, d'aller directement au bon moment pour extraire, un rapport qui va servir donc, à la suite de l'enquête et transmis au juge. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dupliqué ce qu'on savait déjà faire sur la partie real time, c'est qu'on a changé notre organisation et on a maintenu l'équipe real time, hein, qui continuait, sur ses releases et sur ses améliorations. Donc avec pour le coup, on est passé d'un PO à un PM. On a mis un directeur technique qui était lead technique, côté tech de l'équipe real time et on a créé une équipe replay avec les mêmes, on va dire les mêmes profils. Puisque nos logiciels sont des logiciels qui nécessitent des interfaces. Notre but, c'est d'être proche des clients. Et donc il y a du full stack web, il y a des ingénieurs IA, il y a du software engineering. Pareil avec un directeur technique, qui était lead, technique, de cette équipe. Donc donc on avait 2 product teams, donc une replay, une real time, chacun avec son PM. Une team product design qui du coup travaillait pour les 2 en même temps et c'est important, la création d'un poste de product ops. Alors je sais que product ops, c'est souvent un poste qu'on voit dans des entreprises un peu plus grandes, pour gérer des problèmes at scale. Et là, en fait, comme on était sur un produit innovant, on avait besoin de mettre en place des process qui n'existaient pas ailleurs en permanence. Bonne La pratique, des standards pour que ça tourne plus facilement aussi, j'imagine. Oui et puis aussi, sur la partie QA, parce qu'on a créé aussi, une équipe QA à ce moment-là, même si c'était qu'une personne, au tout début. On avait besoin de poser également ces process, parce que c'est des problématiques spécifiques à l'IA. Hem, Là, je m'arrête 2 secondes parce que c'est intéressant, parce que je pense que le but, c'est aussi de parler des spécificités de l'IA dans la création d'un produit. Quand on parle de QA, nous, en fait, on a 2 focus. On a le premier qui est, les tests fonctionnels de notre logiciel. Donc il y a une interface, donc il y a des fonctionnalités qu'il faut tester. Quand j'appuie sur ce bouton, c'est censé me donner ça et cetera, avec des scénarios simples, des scénarios complexes. On peut faire de l'automatisation. Il y a toute une partie qui doit quand même rester manuelle et on a un deuxième aspect en QA qui est vérifier que l'IA, fait bien son boulot. C'est-à-dire qu'elle sait détecter dans les images ce qu'elle doit détecter et donc ça, en fait, ça se fait en allant chercher des vidéos de référence, sur lesquelles on va avoir différents scénarios. On va établir ce qu'on est censé attendre en sortie de ces scénarios. Donc, par exemple, sur cette boucle d'images qui dure 1 minute, je suis censé compter 10 humains, 2 voitures, une moto, un vélo. On va faire jouer le scénario, par, l'IA et on va voir si en sortie, on a bien ces détections-là. Donc c'était vraiment un travail, assez long de sourcing, de vidéos et ensuite de mise en place d'outils qu'on a dû, développer nous-mêmes pour, faire en sorte qu'il y ait ces tests de performance automatiques sur l'IA. Et si je descends un petit peu plus profond dans cette organisation, on avait Comment ça? également, toujours une équipe R&D qui a grandi et qui alimente, à la fois les équipes replay et les équipes real time. Parce qu'en réalité, les algos, les modèles IA sont les mêmes, puisque c'est uniquement la façon de les consommer, donc soit en temps réel, soit a posteriori qui change. Il y a une nouvelle équipe il y a 2 nouvelles équipes qui ont fait, leur apparition également. C'est l'équipe data. Et là, du coup, je pense que je vais remonter et je vais devoir parler du workflow, de notre value stream qui est hyper importante, et l'équipe déploiement. L'équipe déploiement, son rôle, c'est, d'installer notre logiciel chez nos clients, parce qu'on avait une contrainte, qui est que nos clients sont dans des réseaux fermés, coupés d'internet pour des raisons de sécurité. Ils ne veulent pas que des gens, hackent en fait, leur système pour récupérer, des flux vidéo en temps réel et donc on a cette obligation de proposer un soft qui peut s'installer dans le cloud si le client le veut, mais pour la majeure partie d'entre eux, surtout, on-prem, pour des raisons de sécurité. Donc l'équipe déploiement est vraiment focus là-dessus. Si je me Et permets, Antoine, je t'en prie. jusque-là, on voit déjà qu'il y a pas mal d'étapes d'évolution où tu Ouais. disais qu'ils étaient en mode projet.
tu les as amenés en mode produit déjà, étape 1 et là, on voit que, le produit, se développe, que les équipes grandissent, qu'ils commencent à se structurer à tel point qu'on a des nouveaux rôles justement comme un product ops, qui arrivent. Selon toi, c'est quoi qui a été clé justement pour l'acculturation de 22 au produit? Sachant qu'ils venaient pas du tout de cette culture à la base. Alors, je pense que la chance énorme que j'ai eue, en arrivant chez 22, ça a été, d'être face à une équipe, de gens extrêmement motivés, qui avaient vraiment envie d'aller de l'avant. Des équipes qui étaient, pour la plupart d'entre elles, très jeunes. Pour l'anecdote, quand j'ai rejoint, en 2019, l'entreprise, j'étais le plus vieux. Donc en fait, c'était assez C'était un marrant peu leur parce que j'avais mentor et ils t'écoutaient, ils apprenaient aussi, ils avaient une soif d'apprendre, j'imagine? Ouais, oui, alors on peut être, plus âgé et dire, pas mal de bêtises aussi. Donc on apprend c'est toujours. ouais, bien sûr, mais c'est vrai que, ce qui se passait, c'est ils étaient jeunes et quand, j'ai pris aussi cette casquette de lead agile, en fait, parce qu'il a fallu les faire transitionner vers la méthode agile. En fait, ils étaient vraiment à 100 à fond. Moi, j'avais l'habitude dans mes expériences précédentes, même quand j'étais avec des équipes super motivées et cetera. Vous savez, quand on parle d'un nouveau process, qu'on veut organiser des choses, voilà, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a beaucoup d'arguments, il y a toujours les gens qui sont un peu ronchons sur un coin de table, il y a des gens qui veulent y aller à fond et cetera. Et là, en fait, pour la première fois, j'avais l'impression que tout le monde voulait aller dans le même sens et à la limite, c'était même un peu flippant parce que je me disais: «Bah, j'espère que je sais que c'est le bon chemin parce que si c'est pas le bon chemin, on va tous se planter». Donc voilà, donc je dirais que la recette, c'est plutôt eux qui me l'ont adressée, avec leur confiance, leur envie effectivement de passer à l'agile et leur envie également, de s'acculturer au produit et ensuite, bah, de manière concrète, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant, je dirais, ouais, ça a duré peut-être 3 4 mois de transition. J'ai fait, des présentations, sur l'agile, sur le rôle des PO. J'ai fait des journées entières de formation. Alors, on aurait pu se payer un coach agile et cetera. Bah, j'ai pris à cœur cette mission parce que ça m'intéressait aussi et donc oui, j'ai expliqué ce que c'était le métier de Scrum Master, ce que ça devait être un PO par rapport à un chef de projet. Avec des slides, avec des présentations, avec des mises en situation. Je t'avoue également que j'ai été très, très, très proche des équipes pendant cette année. C'est-à-dire que j'ai participé à tous les daily, à tous les sprint planning. J'étais vraiment en fait en shadow de quasiment, la plupart des cérémonies. J'étais vraiment voilà, j'étais là pour, pointer du doigt des petites choses, des petites remarques et cetera. Alors que bon, peut-être que j'étais un petit peu trop sur le dos de mes PO donc voilà, j'espère que je leur ai pas trop cassé la tête parce que quand on a son CPO en permanence derrière lui, ça peut être une ombre un peu menaçante. Mais voilà, c'était une transition que j'espère, avoir menée, sans trop, comment dire, de lourdeur et c'est ça qui nous a permis de transitionner. Au final, ça a permis de s'adapter vraiment au contexte, aux équipes et aux personnes, j'imagine et à leurs différentes expertises. Toi, tu as pu mieux apprendre aussi d'eux, par rapport à ça, parce que tu venais pas de ce secteur-là à la base. Bah, en fait, c'était un échange. C'est-à-dire que moi, je venais avec ma connaissance qui était faire du produit, une organisation de product, mais j'avais jamais fait d'IA avant et donc pareil, j'ai énormément appris sur, le fonctionnement des équipes R&D. J'avais jamais travaillé avec des équipes R&D avant. Le deep learning, on va en parler après, je pense que c'est une méthode, qui est vraiment très spécifique par rapport à tout ce qu'on a appris, précédemment dans l'industrie de la tech. Moi, j'ai commencé, avec du web, j'ai fait beaucoup de web, en fait, pendant un certain temps. J'ai fait de l'app. Heu, L'IA, il y a un voilà, c'est quand même on est dans un nouvel univers, qui reste à explorer pour la plupart des gens aujourd'hui dans le product. Et je pense que, bah, c'est l'occasion aussi de cet échange, c'est de se rendre compte concrètement quelles sont ces différences-là. Donc oui, c'était un échange, et c'est pour ça que c'est toujours enrichissant encore aujourd'hui. Au quotidien, j'apprends des choses et c'est vrai que ça m'éclate beaucoup. Là, y parmi nous, j'ai vu qu'il y avait donc avec le sondage quelques personnes qui étaient intéressées justement peut-être pour se lancer pour travailler dans un produit IA. Qu'est-ce que tu leur, dirais comme conseil à ces personnes qui veulent se lancer? Hem
Je dirais que, hem, le moi, alors, souvent, je suis assez mal à l'aise avec parce que j'entends cette petite musique, hein, de temps en temps dans certaines équipes product, qui est de dire: «Quand on est dans des environnements très tech, il faut absolument des PO, des PM qui soient tech à l'origine, qui soient ingénieurs, qui aient bossé dans la R&D et cetera». Alors, je dirais, oui, c'est vrai que des fois, c'est bien. J'en connais, moi, dans mon équipe actuellement, j'ai un PM qui est ingénieur et qui a travaillé dans la R&D et qui fait super bien son boulot. Mais j'en ai aussi qui viennent pas de ce milieu-là, qui ont, des parcours un peu plus classiques de PM et moi-même, j'ai pas de PhD en en IA donc enfin, je veux dire, voilà, je pense que déjà, le 1er point, c'est d'avoir quand même cette appétence, à la techno. Là, pour le coup, moi, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, et je cherchais depuis plusieurs années à aller dans une boîte, qui avait cette orientation un peu plus deep tech. Donc c'est sûr que si on n'a pas trop envie d'entendre parler data à longueur de journée, si on n'a pas trop envie de rentrer dans le dur de comment fonctionne une organisation, tech, qui intègre de l'IA. Moi, je dirais, effectivement, ça risque d'être un peu compliqué. En tout cas, dans la phase actuelle, où on est en train de construire des outils et c'est en train de se mettre en place. Je pense que d'ici quelques années, ça va être quelque chose qui va être assez standardisé, donc ça va se faire naturellement. Mais actuellement, oui, je pense qu'il faut être très curieux et c'est un des points que je voulais aborder à la fin, mais en fait, il faut que le produit soit très proche de la tech, dans ces environnements-là. Donc le conseil que je donnerais, c'est, déjà, êtes-vous sûr d'avoir cette appétence-là? Et par contre, je ne vous, faites pas comment dire, d'autoflagellation si vous n'avez pas un parcours, très tech à l'origine ou, encore une fois, si vous n'avez pas un PhD en astrophysique, c'est pas voilà, ça va. Tout va bien se passer. Ah, tu as des réactions, ils sont OK. Ça les encourage, je pense. Alors du coup, c'est le bon moment pour rentrer un peu plus c'est le moment peut-être le plus, le plus relou ou le plus intéressant comme vous voulez de la présentation. On va faire en Heu sorte de rendre ça hyper intéressant et digeste. Ouais, je voulais parler du value stream mapping. Alors, heu, c'est pas le value stream complet. On a fait d'ailleurs, un atelier, l'atelier du produit, chez Monsieur Guise, il y a 2 semaines et demie, où on s'est fait le value stream mapping complet, détaillé et cetera. Il est beaucoup plus large que ça, donc là, c'est un peu la version condensée. Mais je trouve que c'est intéressant de quand même pour comprendre l'approche globale. Là, ce que je vais vous énoncer, c'est appliqué à la computer vision, mais en réalité, ça peut s'appliquer à n'importe quel, je dirais, process en IA. Il peut y avoir des petites subtilités, mais voilà, 90 c'est vraiment du deep learning, assez classique. La première chose, c'est qu'il faut commencer par, récolter de la data. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut vraiment comprendre dans le fonctionnement d'une IA, c'est que quand on fait un produit classique, avec une techno, type langage de programmation, ça peut être, je sais pas moi, sur du web, vous allez faire du React, du Node.js, en back-end, vous allez pouvoir faire, du Python, ce que vous voulez. Enfin bref, n'importe quel langage de programmation classique. On fonctionne sur un principe simple, enfin qu'on connaît tous, c'est on crée des user stories, donc avec des spécifications dans lesquelles on va expliquer les règles de gestion. On présuppose de l'attendu final à partir d'une documentation. OK. Là, tout ça, pour l'instant, je pense que c'est assez classique. Dans le cadre de l'IA, c'est un petit peu différent parce qu'il faut s'imaginer qu'un réseau de neurones, c'est, une sorte, de boîte noire à qui vous allez donner en fait de la data, donc de la donnée, et qui, au fil des entraînements, si cette donnée, elle est correctement, sélectionnée, si elle est correctement annotée et si derrière vous avez des ingénieurs R&D qui savent justement bien paramétrer les réseaux neurones parce qu'il y a tout un travail de supervision sur les entraînements, voilà, il y a une phase qui est importante là-dedans. En sortie, vous avez un modèle qui est capable de vous dire: «OK, cette donnée, je sais à quoi elle correspond». Donc, on le voit avec les modèles génératifs aujourd'hui.
si vous avez déjà utilisé Midjourney, DALL-E et cetera. En fait, c'est l'inverse de ce qu'on fait nous. Nous, chez 22, on prend une image, enfin une vidéo et à partir de ces vidéos, on a une description. C'est-à-dire que s'il y a une voiture bleue dans la vidéo, on va dire: «Il y a une voiture bleue». Donc avec ça, on va créer des règles et on va répondre à un certain nombre de use cases. Midjourney fait l'inverse. On lui dit: «Dessine-moi une voiture bleue». Il va me faire une image de voiture bleue. Vous voyez bien que le sens n'est pas le même, mais dans les 2 cas, il faut que le modèle, il doit savoir ce que c'est une voiture et comment se représente une voiture. Donc l'idée, c'est sélectionner sa donnée. Sa donnée, elle doit être le plus proche possible du use case client. Je vais, pour prendre un exemple encore une fois de la smart city, vous avez des caméras qui sont généralement à 3-4 mètres de hauteur, avec un certain angle de vue, un peu plongeant comme ça et on voit des gens ou des véhicules qui se déplacent avec justement cette hauteur-là. Si vous récoltez de la donnée qui est très similaire à cet angle de vue et à ces types d'objets, en sortie, si votre modèle est bien entraîné, vous aurez des très bons résultats. Par contre, si vous lui donnez des données, de caméras qui sont au ras du sol ou au contraire, des caméras qui sont très, très loin, des objets qui sont censées détecter, vous aurez en fait de très mauvais résultats, de très mauvaises perfs. Donc tout l'enjeu, ça va être de récolter de la donnée qui va être le plus proche possible, de votre output. Si je reprends, parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT, de la manière dont ChatGPT est entraîné, je pense que vous le savez, ChatGPT est entraîné sur du scrapping de la ouais, je crois 80 c'est du scrapping de web. Donc ça il a avalé tout Wikipédia, une grande partie, du web, des forums et cetera. Après, il y a des sélections, particulières, sur de la littérature, sur des ouvrages scientifiques, mais grosso modo, on lui a donné en fait, pas la totalité, mais une grande partie de la littérature en fait, produite par les humains et en retour, qu'est-ce qu'on veut? Ben en fait, on veut quelque chose qui ressemble le plus possible à ça. C'est-à-dire un discours raisonné qui ressemble à quelque chose qui aurait pu être écrit dans un livre, dans un ouvrage, dans un article et cetera. Donc c'est vraiment ça, c'est plus ma donnée que je donne à l'IA est bien sélectionnée, plus, mon output va être correct. Donc dans notre cas, on va récolter de la donnée. Donc nous, c'est soit des clients, qui nous en fournissent, soit on va la capturer nous-mêmes. Donc on va avoir des gens, en fait, qui vont faire des captures vidéo. On va faire des plans séquences qu'on va récupérer. Cette donnée-là, on va la dérocher et ensuite on va l'annoter. Alors l'annotation, c'est une phase aujourd'hui qui est très longue et très coûteuse. C'est-à-dire qu'on va prendre image par image et des humains vont dire: «OK, c'est un humain, c'est une voiture» et cetera. On travaille avec des équipes, à la Madagascar qui font ça, toute la journée. Mais on a des nouvelles approches en R&D où on fait de la pré-annotation. C'est-à-dire qu'en fait, on a des IA qui annotent le dataset pour ensuite donner à une autre IA qui va entraîner. Donc, ça, c'est une autre approche, mais actuellement, on a besoin d'annotation et c'est quelque chose d'assez long, assez coûteux. Il y a une deuxième chose, c'est que notre équipe data travaille sur la donnée de synthèse. Alors la donnée de synthèse, c'est quoi? C'est plutôt que d'aller récupérer des données de vrais flux vidéo, on va demander à des ingénieurs qui font de la 3D. Donc typiquement, c'est des gens qui pourraient travailler pour l'industrie du jeu vidéo, pour du cinéma, pour faire des effets spéciaux. On va leur demander en fait de faire des scènes en 3D et des objets en 3D qui vont être le plus proche possible du photoréalisme. Et donc, l'avantage de ça, c'est qu'on peut, à partir d'une seule scène 3D, créer plusieurs angles de vue, plusieurs variations de lumière. Donc, plus il y a de variations, plus, entre guillemets, le réseau neurone va être bien entraîné et on va pouvoir annoter automatiquement parce qu'on n'a pas besoin d'humain pour dire que dans la scène, il y a, une voiture, un humain, parce que ça, c'est codé déjà, ça, on le sait. Donc nous, on a développé des outils internes, un outil interne qui permet de créer des datasets à partir de vues 3D qui ont été générées et c'est ça qu'on appelle la data de synthèse et c'est ça qu'on va donner à nos algos pour le «tromper» entre guillemets, pour lui faire croire qu'il voit des vraies images alors qu'en fait, c'est de la 3D. Ça va nous permettre de compenser notre manque de données réelles parce que souvent la donnée réelle, encore une fois, elle est très coûteuse à la fois en annotation et en temps de capture. Une fois qu'on a ces données qui sont annotées, donc soit data de synthèse, soit données réelles,
on va pouvoir créer un dataset. Donc ce dataset, il va à la fois comporter des images et les annotations dans un format qui est standardisé. Là, on arrive à la fin du boulot de l'équipe data. Le boulot de l'équipe data, son livrable, c'est de fournir le dataset qui soit le plus proche possible des besoins du produit. Parce qu'évidemment, c'est le produit qui va définir de quoi on a besoin dès la phase de récolte de la data. Ce dataset, il va être passé à l'équipe R&D. L'équipe R&D, sa tâche à elle, c'est d'entraîner les réseaux de neurones. Donc, c'est des entraînements qui se font sur des gros serveurs avec des GPU. Ça peut durer des jours, ça pourrait durer des semaines. Bref, je passe là-dessus. Au sortir de ça, la R&D, son livrable, c'est le modèle IA. C'est-à-dire que c'est le réseau de neurones qui est entraîné. On va dire qu'on est passé du mode enregistrement au mode lecture. C'est-à-dire que maintenant qu'on a un modèle, en fait, on va pouvoir l'intégrer dans notre produit et il va passer en mode lecture. C'est-à-dire qu'en fait, on va lui donner des données qui vont être les données clients. Donc ça va être en prod. Et lui, il va réagir et il va sortir un output, ce qu'il a compris de ce qu'on lui montre. Si on lui a montré encore une fois une voiture, il va dire c'est une voiture. Donc, vous voyez bien le cheminement, data, R&D et ensuite intégration dans le produit. Et dans le produit, par contre, vous retrouvez des équipes qui sont, je dirais, plus traditionnelles, parce que là, vous avez des interfaces web, vous avez du back-end, vous travaillez avec des gens avec qui, entre guillemets, vous avez l'habitude de travailler et avec qui vous avez des spécifications classiques. On fait du Figma avec les product designers, on se craque la tête sur le bon design, la bonne conception pour répondre au bon use case et on intègre donc le modèle pour packager tout ça et le livrer au client. Voilà. Hem, J'essaie de rendre ça à peu près simple. Après, si vous avez des questions plus précises, on pourra en discuter, je pense à la fin, pendant la phase de Oui, il y a le temps de Q&A qui est dédié et il commence à avoir des questions. yes, je vois ça. Alors, on en était resté où? On était resté au moment où on était plein d'ambition et on voulait créer 2 produits après en avoir sorti 1. Donc on va parler de real time, donc on a voulu sortir Replay. Alors, on a sorti Replay, donc la V1 en 2022. Pendant ce temps, l'équipe Real Time a continué à itérer et on a sorti une V2, c'était un peu plus tard dans l'année, c'était, le Q3 2022. En 2022, on a fait un changement d'organisation. Pourquoi? Alors pas pour le plaisir de changer les orgas, parce que changer les orgas, vous le savez, c'est quand même, du temps, C'est long, c'est c'est complexe, faut embarquer les équipes, faut les convaincre. voilà, pourquoi on change et cetera et cetera. Donc même si je l'ai dit, on a des super équipes qui sont motivées, voilà, c'est faut quand même les bouger. Donc quels étaient les objectifs? C'était premièrement augmenter la cadence des releases, donc passer à des releases trimestrielles. La deuxième chose, c'est qu'il fallait qu'on améliore les classes existantes et la troisième, qui est sans doute la plus importante, c'est qu'on voulait ouvrir de nouvelles verticales. Donc je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé par un produit real-time qui était pour des besoins smart city. Donc besoin smart city, ça va être détecter un stationnement gênant, compter, des classes de véhicules dans une rue, savoir combien il y a de motos, combien il y a de vélos qui sont passés dans cette rue, combien de camions et cetera. On peut détecter des intrusions la nuit, dans des endroits où il est censé avoir personne, par exemple un parc qui est fermé. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire de la stat, on peut faire de l'alerte en temps réel et tout ça, c'est des use cases qui sont autour de classes spécifiques, encore une fois, humains et véhicules. Hem, on a ouvert une nouvelle verticale qui est l'infrastructure. Pour nous, enfin, ce qu'on appelle grande infrastructure, c'est les stades, le indoor, ça va être aussi, tout ce qui va être, parc d'attractions, sites touristiques, la tour Eiffel, par exemple. On a déployé la tour Eiffel. Voilà, donc c'est des thématiques qui sont assez proches, dérivées de la smart city, mais dans lesquelles on a des angles de caméra qui sont un peu différents. On a des foules qui sont plus compactes. On est plutôt sur des aspects de gestion de files d'attente, où on a besoin d'avoir des estimations de débit, bref, c'est une variation, mais avec ses spécificités. Et donc l'objectif, c'est de se dire: «On n'a pas un produit qui doit répondre à un seul type de besoin». En fait, notre IA doit pouvoir grandir, doit pouvoir recevoir de nouveaux entraînements
pouvoir détecter de nouveaux objets et donc, avec le même produit, avec la même plateforme, on va pouvoir adresser de nouveaux marchés. Et donc, l'infra est un nouveau marché, mais ensuite, et j'en parlais tout à l'heure, notre ambition, c'est d'ouvrir aussi encore d'autres marchés sur d'autres types de use cases. Donc, cette organisation, on l'a orientée de la manière suivante. C'était un peu plus Big Bang que les autres réorgs. La première, c'est qu'on a, décidé de créer une équipe plateforme qui est plutôt une équipe, c'est plutôt une tribe en réalité, qui regroupe des équipes web, software et DevOps, donc pilotées par un directeur technique et managées par un PM. Hem, on a recruté un PMM, sur la partie discovery. On a toujours notre équipe de product designer et on a renforcé de manière très significative notre équipe QA. Hem, on a créé une autre tribe qui est l'AI Factory. Alors l'AI Factory, en fait, ça correspond à ce que je vous ai montré un petit peu plus haut. C'est-à-dire que comment on intègre sous une seule orga, pilotée par un product manager, à la fois la R&D, la data et les teams d'ingénieurs IA qui vont procéder, donc aux entraînements en deep learning. Là-dessus, on a 2 directeurs techniques, donc un qui est focus sur la partie IA, l'autre sur la R&D et la data. On a toujours notre équipe déploiement. L'objectif, en cassant la double équipe, donc enfin l'équipe, real play, real time, c'est de dire: «Finalement, on a les mêmes algos et le fait de les utiliser en temps réel ou a posteriori, c'est juste une méthode différente d'analyse, mais ça, c'est quelque chose qui doit être porté par la plateforme». Donc notre objectif, c'est de faire en sorte que 22 Core puisse à la fois réaliser du a posteriori et du temps réel dans le même logiciel, voilà, pour quel que soit le type de client et de maximiser la valeur que, notre AI Factory peut fournir à notre logiciel en ayant toujours plus de classes de détection et toujours plus de performance. Donc ça a été une réorganisation assez lourde, parce que là, pour le coup, il a fallu switcher des équipes, prendre des gens qui étaient, entre guillemets, «bien confort» dans leur équipe et leur dire: «Bah, tu vas travailler avec une autre équipe, potentiellement avec un autre manager tech». Au niveau produit, ça a été un gros challenge aussi et cette organisation, elle doit nous permettre d'être encore plus adaptables, justement à l'ouverture de nouveaux marchés. Antoine, Oh, comment vous êtes venu définir les rôles et responsabilités des équipes? Notamment, là, on se dit, il y a une équipe, plutôt une tribe, comme tu disais, plateforme, un ouais. côté AI Factory et derrière, le product a l'air séparé, mais il travaille directement avec eux. Comment ça se passe, Oui, cette collaboration au quotidien? oui, c'est vrai que dans le schéma, j'ai voulu séparer product et tech Mmh, parce que c'est effectivement, c'est 2 départements, qui sont, différenciés d'un point de vue management. Parce ouais, que l'un est la responsabilité du CTO, l'autre le CPO. Mais effectivement, via le petit code couleur, on voit qu'en fait, on a un PM qui est évidemment, embed dans son équipe au quotidien. d'accord. Donc on a un PM plateforme, voilà, qui fait, toutes les cérémonies, les sprints, les daily et cetera avec son équipe. Pareil pour, côté AI Factory, un PM, qui s'occupe de la partie R&D et data et un PM, qui s'occupe, de la partie IA. Donc voilà et il y a aussi un PO data, j'en ai pas parlé, mais sur la partie data spécifiquement parce qu'on a des problématiques, enfin des problématiques, on a des sujets, sur la notation et sur la captation qui nécessitent un focus, je dirais un delivery, plus serré. Donc on a une PO, uniquement, dédiée à la data avec un PM qui organise et qui coordonne à la fois la partie, R&D data de l'AI Factory. OK, très clair. Voilà. Oh, c'est souvent un casse-tête, hein, d'ailleurs, quand on fait des orgas tech and product parce qu'on justement, si on les mélange, du coup, on n'a pas la vision, management et quand on les sépare, on a l'impression que les gens ne travaillent pas ensemble, mais voilà, c'est Effectivement, là, par rapport à ton code couleur, comme tu disais, ils sont peut-être dans une direction séparée, mais au quotidien, ils travaillent ensemble. Il y a pas de sujet aujourd'hui de collaboration quand vous êtes passés justement à une autre échelle, une autre organisation pour se dire: «Toi, tu seras avec plateforme, toi, tu seras avec data, toi, tu seras avec R&D». C'était assez fluide, la collaboration entre tout le monde? oui, oui, nous on promeut de toute façon le binôme, hein. C'est-à-dire que moi, je dis souvent mon binôme, c'est le CTO. Après le PM, son binôme, ça va être le directeur technique, qu'on appelle aussi, engineering manager ailleurs.
Et voilà et on doit tech and product, je dirais, au quotidien, ne faire qu'un seul ensemble, parce qu'on a les mêmes objectifs, on est drivé par la même roadmap. Heu, 95 de nos process sont partagés, même s'il va y avoir effectivement peut-être certains meetings qui vont être pure tech. On travaille vraiment au quotidien, enfin au-delà du fait qu'on est évidemment dans le même open space et qu'on voilà, on vit, sur le même rythme. Donc c'est vraiment l'enjeu, c'est d'avoir cette partie tech and product qui soit très proche. C'est pour ça que je disais, tout à l'heure qu'il faut des products qui soient, capables aussi d'être dans cette ambiance, très tech, au quotidien. OK. Et dernière question avant que je te laisse enchaîner aussi. Vas-y, je t'en prie. Heu, Là, on voit dans ton schéma notamment qu'il y a et comme tu le disais, il y a un PM dédié à la data. On Ouais. entend de plus en plus parler de PO, de PM data, aujourd'hui sur le marché. Vous, comment est-ce que vous êtes allés chercher ce genre de profil? Est-ce que vous avez pris quelqu'un qui était déjà assez expert dans la data, qui avait travaillé là-dedans? Ou est-ce que vous êtes venu un peu plus, l'armer, lui faire monter en compétence sur ces sujets? Bah, écoute, tu vois, c'est une super question parce que je trouve que justement ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que côté product, il y a tous les profils. La PO data, donc Jade, pour pas la nommer, qui est une super PO, en fait, qu'on l'a recrutée, c'était une PO, je dirais tout ce qu'il y a de plus standard. Je crois que son expérience précédente, c'était gérer une plateforme e-commerce pour Carrefour. Enfin voilà, donc, elle avait vraiment aucune accointance particulière, ni avec l'IA, ni avec la data. Elle a vraiment pris son rôle à cœur. Vraiment, c'est une PO qui travaille, au quotidien avec ses équipes. Elle s'occupe tout à l'heure, je parlais de data de synthèse et des ingénieurs qui font de la 3D. Elle est vraiment, en pilote, en fait, de cet outil interne qui nous permet de créer des datasets à noter via de la 3D. Et là, en fait, on a c'était un souhait, on a validé une formation en interne, une OK. formation de data management. Voilà, une formation de plusieurs semaines qui est super intéressante. Et en fait, petit à petit, en fait, c'est elle-même qui s'est, spécialisée, sur ce champ de la data. Avec cette formation, ça va lui donner je trouve un super boost, pour sa carrière et ça va vraiment la valoriser. Et moi, c'est ce que je dis souvent à mes équipes, c'est que vous devez effectivement, donner à votre entreprise, mais également ça doit faire sens dans votre carrière. C'est-à-dire que moi, je suis super content quand un PO, bah, il devient encore plus bankable sur le marché quand il est passé dans nos équipes. Et puis si un jour il trouve qu'il y a une autre boîte qui est plus intéressante, c'est super, c'est la vie et donc je pense que c'est vraiment cet échange qu'il faut avoir, c'est se dire: «Aujourd'hui», tu l'as dit, les métiers de la data, c'est des métiers qui sont, très hype, hein, et on se Ouais. pose toute la question: «Est-ce qu'il faut être ingénieur avant de» en fait, non, moi je pense que vraiment, il suffit je pense que le propre d'un PO, c'est d'avoir cette capacité d'adaptation. C'est vraiment, après il faut avoir l'appétence, hein. C'est sûr que si on n'a pas envie de bosser dans data, je vais pas forcer un PO qui veut Bien sûr. bosser dans le luxe, à Mais traiter des fichiers surtout, faire d'annotation de toute la la data. journée. Voilà, c'est sûr. Mais le chemin, tu vois, le chemin est vraiment cool, quoi. Ouais, ce que je comprends, c'est que vous avez quand même à cœur ce parcours de carrière, faire monter en compétence vos équipes. Ils évoluent au quotidien et vous leur donnez les moyens aussi, c'est ça qui est intéressant. Oui, et je suis content en plus, bon, j'ai pas parlé de la belle levée de fonds là qu'on a signée, il y a quelques semaines et qui va nous permettre vraiment de nous propulser sur notre scale. Mais voilà, typiquement, une levée de fonds, ça nous permet aussi de sanctuariser des gros budgets de formation en interne, et celui de cette année est assez conséquent et bon, j'ai parlé effectivement du rôle de PO Data, mais on a aussi, d'autres plans de formation, sur d'autres profils et ça fait sens dans la continuité de ce que sont les équipes 22. On a des gens qui sont arrivés il y a pas longtemps, mais il y a aussi beaucoup d'historiques et quand je prends l'exemple du product ops, en fait, avant, il était PO et c'est aussi une transition qu'il a faite. C'était aussi un des chefs de projet historiques, je dirais, qui était là avant que j'arrive et c'est un accompagnement vers le métier du product, vers une spécialisation qui était pas forcément évidente au départ et c'est quelqu'un qui apporte beaucoup aux équipes au quotidien, donc c'est cool. Hyper intéressant. Je te laisse enchaîner.
Tu vois, Ouais, le truc alors pour avec les terminer ma petite histoire et ma timeline, et puis je pense que vous avez des questions donc effectivement on pourra avoir le temps de regrouper tout ça, toutes vos questions à la fin. Je vais juste terminer sur cette partie, flexibilité dont je parlais de la plateforme. Je vais vous donner un exemple très concret. L'an dernier, quand on a fait la prio, Q4, donc on fait des prios en quarterly planning, hein, c'est classique. On devait, au départ, travailler sur des sujets, d'amélioration de performance sur la partie infrastructure, notamment, les comptages de foule, les gestions de files d'attente et cetera. Et puis, on a eu une opportunité, via, un de nos anciens clients d'ailleurs, de l'époque, de la partie POC, service, qui est Acrelec. Donc Acrelec, c'est une boîte française, une très belle boîte française qui, en fait, fournit tous les systèmes intégrés aux géants du fast-food. Donc typiquement McDonald's, quand vous allez chez McDonald's, les gros iPads sur lesquels vous faites vos commandes et cetera, c'est Acrelec qui les fait. Ils font aussi, tous les logiciels intégrés, sur, la gestion des stocks et les gestions de caisse et cetera. Et donc ils sont venus nous voir parce qu'ils voulaient un système en computer vision qui gère le circuit des drives. C'est-à-dire quand il y a une voiture qui arrive, bah, il faut savoir que la voiture est arrivée à la borne de commande et ensuite qu'elle passe, retirer, donc qu'on a payé et après qu'on retire son burger, donc au retrait à la fin. Et aujourd'hui, ils ont un système qu'ils appellent les boucles magnétiques, donc ce qui permet de savoir quand les voitures sont à tel endroit dans le système du drive. Et c'est un système qui est compliqué, qui est lourd, ils voulaient le remplacer par la computer vision. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en un trimestre, on a pu créer ce que nous on appelle des compétences. Donc en fait, c'est des modèles, en fait, c'est une amélioration de notre modèle IA pour répondre à ces use cases-là. Donc en un trimestre, on a pu créer des nouvelles compétences de 22 Core, donc dans la plateforme, qui peuvent se connecter, au système d'Acrelec pour gérer les drives de manière automatique. On a déployé le premier pilote, il y a 2 semaines aux USA. Et là, on vient de signer un scale, donc un engagement, d'Acrelec pour 2000 déploiements aux USA dans différents fast-food. Donc, il y a Arby's, KFC, enfin voilà, tous les grands noms en fait du fast-food. Donc en fait, c'est ça vraiment je dirais pour nous la puissance de l'IA. C'est-à-dire que vous avez vos plateformes logicielles. Donc vous avez votre interface qui est standard, qui est générique, parce qu'on a essayé quand même de la penser comme étant modulable. C'est-à-dire qu'en fait, on peut à la fois gérer des problématiques smart city, mais demain, on peut gérer des problématiques logistiques, gérer des problématiques dans l'industrie ou dans le retail. Et derrière, il suffit, alors je dis il suffit, vous avez bien vu que c'est plus compliqué que ça parce qu'il faut récolter la data, il y a tout un travail de R&D, et cetera. Mais si vous faites ce travail d'adaptation du modèle IA, avec la même plateforme, les mêmes interfaces, vous pouvez vous ouvrir un nouveau marché et des nouveaux use cases. Et donc, c'est ça, en fait, et c'est un peu, je dirais, c'est un peu contre-intuitif pour le product. Parce que souvent, dans le product, on dit: «Il faut que le produit, il soit hyper sharp, il soit pensé de A à Z pour un type de use case, un type de client, un type de marché». Et au contraire, il faut être le plus serré, le plus proche, en fait, du marché pour que ça marche. Et nous, en fait, on est un peu, je vais pas dire à l'inverse, mais ce qu'on dit, c'est que oui, le modèle IA, il doit être hyper sharp pour le use case. Par contre, il faut avoir la capacité d'avoir une plateforme qui peut se déployer dans différents environnements. Ça peut être dans un cloud chez un gros client qui va avoir des énormes besoins d'infrastructure. Ça peut être, et c'est le cas, moi je n'ai pas mis les photos, mais j'ai des belles photos de déploiement aux États-Unis, dans une cuisine d'un fast-food de la banlieue de Chicago. On avait nos équipes qui étaient derrière les pains à burgers qui ont mis en place le système. Et enfin voilà, c'est ça vraiment notre chance, c'est de pouvoir en fait toucher, ces Il y a plein de différents, secteurs, de marchés différents, ouais, ces différents marchés. avec une base, commune effectivement avec la Ouais. computer vision. Et donc ça nous a permis de sortir ce pack de compétences qu'on a appelé QSR, donc Quick Service Restaurant, pour la gestion des fast-food. Donc vous voyez le sens en fait, ouais, c'est pour ça que c'est pas forcément intuitif le fait de dire: «Et je comprends pas, là vous avez des feature teams qui sont très orientés, sur le besoin. Pourquoi vous avez recréé entre guillemets «des component teams», donc on a l'impression en fait de faire marche arrière». Beh, c'est parce qu'on a cette logique plateforme et qu'on a cette logique IA qui est très spécifique en fait, à nos enjeux, à notre métier.
et c'est ce qui nous permet derrière, en fait, d'accrocher de nouvelles verticales. Heu, pour terminer, moi, j'avais 3 petites choses en mode takeaway, à vous dire. C'est parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses, en fait, dans ce chemin. Comme je vous l'ai dit, on a beaucoup changé d'orga, on a essayé de coller, en fait, au plus près des enjeux et des contraintes. Moi, je pense qu'il y a 3 points, que j'en retire. Premièrement, c'est la maîtrise de la data. C'est-à-dire que quand on fait de l'IA, il faut absolument porter énormément d'attention et mettre beaucoup de moyens sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, la collecte de la donnée, la notation de la donnée, input et output. Si on ne fait pas ça, forcément, on va se planter. Pourquoi? Aujourd'hui, vous pouvez prendre des modèles déjà entraînés en open source. En fait, un développeur, en prenant 3 tutos YouTube, il peut vous faire un modèle de computer vision, il peut vous faire un modèle en IA. Moi-même, sur mon temps perdu, j'ai pu installer un Stable Diffusion, faire, de l'IA génératif à la mi-journée sous mon ordinateur. Voilà, il suffit de suivre un tuto, on peut le faire. Faire du tout fait. Le point important, c'est quand on commence à rentrer dans cette logique de j'ai vraiment de la data spécifique et je vais avoir quelque chose qui va fitter avec mes besoins clients. Parce que le générique, le congelé, ça marche très vite, mais c'est pas forcément ce qui va donner de la valeur au client. Peut-être que pour certains, ça va convenir, mais nous, notre objectif via l'AI Factory, c'est vraiment de maîtriser toute la chaîne du début jusqu'à la fin pour avoir des modèles qui soient vraiment les plus sharp possibles. Et on va le voir, je pense, avec ChatGPT, les nouveaux modèles qu'on appelle LLM, donc qui sont donc liés à ce que fait ChatGPT aujourd'hui, c'est que je pense qu'on va avoir des modèles de plus en plus spécialisés. C'est qu'on va avoir des ChatGPT que pour, par exemple, le juridique, des ChatGPT orientés que pour le code, et cetera, et cetera. Et je pense que ça va être un petit peu le sens de l'histoire. La deuxième chose, et ça, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est qu'il y a avoir des modèles IA qui sont in-house. Donc, même si on prend des modèles open source, il faut les fine-tuner, il faut les réentraîner à partir de sa data spécifique qui a été décidée par le produit, organisée par le produit, coordonnée du début à la fin de la chaîne pour que ça donne un sens pour notre client final. Et enfin, et ça, c'est une erreur que moi j'ai faite, c'est de ne pas avoir une organisation produit transverse. Je suis passé un peu vite, mais au tout début, notre R&D, je l'ai laissé sans pilotage produit. Alors, les mecs sont géniaux, hein, mais on a eu des surprises. On a eu des livraisons de modèles qui n'étaient pas en phase avec nos besoins produits. On a appris, on a décidé de mettre des PM dédiés à l'équipe R&D et à l'équipe data, et tout de suite, on a vu des améliorations notables. Ça a fluidifié les échanges entre les équipes et ça nous a permis surtout d'avoir des livrables de datasets, de modèles qui correspondent, allez, à 95 99 de ce qui était souhaité par le produit et par la plateforme. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'est de pas, comment dire? De pas se dire: «Ça, c'est des équipes un peu tech, très R&D, c'est que des gens qui ont des PhD, donc ça, c'est pas le produit». Nous, le produit, c'est, l'UI, l'UX, les plateformes, voilà, les trucs cool. Non, non, il faut vraiment aller mettre les mains là-dedans et absolument, mettre du pilotage produit qui soit au niveau de toutes les équipes. Sinon, en fait, on perd quelque chose dans, le value stream. Voilà. C'était mes 3 petits mots de la fin, enfin, en tout cas, pour ma présentation. Merci Antoine. Jusque-là, avant qu'on enchaîne avec les quelques questions qu'on a pu avoir tout le long, dans la promesse qu'on vous a faite, on vous a parlé effectivement, d'IA, donc là, on y est totalement. Vous avez été plongé dedans dans un produit assez concret avec Antoine. On vous a parlé de conception et de pilotage en parlant value stream mapping, toute l'historique, les différentes étapes, les différentes, orientations juste en fonction du marché, différents secteurs. Dedans, on vous a aussi promis de parler de discovery et de delivery, même si Antoine, effectivement, n'a pas abordé les fameux buzzwords. On en a entendu parler quand même tout le long. Antoine, pour terminer, avant de passer aux questions, si tu devais résumer, qu'est-ce qui va caractériser, votre processus discovery et celui de delivery, qu'est-ce que tu dirais? Par rapport à aujourd'hui, comment ça se passe? Hem, sur la partie delivery, je pense que c'est finalement, le value stream mapping que j'ai montré tout à l'heure. Donc, le fait d'être très resserré sur, les spécificités, du produit, IA et des différentes, expertises, des équipes tech. Ça reste après des process classiques, hein, comme j'ai passé assez vite sur la QA. Et voilà, c'est du delivery dans lequel il faut qu'il y ait des PM qui soient au charbon.
que je le dis souvent, hein, dans PM, il y a d'abord un PO. Voilà, c'est ça la couche PM vient au-dessus, c'est un peu comme le chocolat autour de la cacahuète dans le M&M's. Et sur la partie discovery, beh, là, je dirais que, on continue d'avancer sur nos process. Comme je l'ai dit au début, on a une discovery qui était très, bah, on attendait que les clients viennent à nous via des demandes de POC et puis, c'est suite à la fin des POC qu'on se disait: «Beh, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, ça a de la valeur, ça a pas de la valeur». Donc on a un peu bataillé pendant des années. Beaucoup de choses avec des POC jusqu'à vous Voilà, trouver ce qui correspondait, voilà. Mais maintenant, on est en train d'entamer une nouvelle phase, où on a décidé de créer une équipe grosse qui sera vraiment spécialisé sur la partie, discovery. Alors, ce que moi j'appelle global discovery, c'est la partie très, très amont. C'est-à-dire le fait d'aller en fait, d'aller chercher de nouveaux use cases, de nouveaux partenaires, de nouveaux champs possibles, en fait, d'expérimentation et d'utilisation de notre techno. Et pour la partie plus discovery product classique, c'est-à-dire aller auprès des clients, les interviewer, enfin, du coup, les gens qui utilisent déjà nos plateformes. Là, on a ce poste de PMM, qui est là pour fournir des insights et qui vient enrichir nos boards, Jira Discovery, dont on a parlé un petit peu vite en introduction. Mais oui, on utilise les systèmes d'insight, classiques, comme dans un tout système SaaS en fait, tout modèle SaaS, pour pouvoir ensuite, créer nos roadmaps à partir de ces feedbacks qui sont remontés des clients. OK. Vous avez un repository du coup pour centraliser, l'ensemble de toutes ces données utilisateurs, ces retours utilisateurs? Alors, les retours utilisateurs sont saisis, directement dans Jira Discovery. OK, Les insights qui viennent des sales, eux, ils sont alors c'est un peu il y a une étape en plus. Les sales utilisent un outil qui est Pipedrive, et OK. dans Pipedrive, on a créé des exports automatiques, qui nous permettent de récupérer les informations utiles sur des prospects. Donc c'est plus la partie prospect, qui nous donne des informations hyper intéressantes qu'on croise ensuite avec nos insights, clients. OK. J'en profite pour prendre la question de Samuel qui a eu le plus de votes, parce que je trouve que ça fait sens d'enchaîner justement, qui demande: «Est-ce qu'au début, vous étiez plutôt drivé par la tech et qu'ensuite c'est les besoins UX qui ont plutôt libéré le développement?» Hem, je vais pas te mentir, forcément au début, c'était à 100 drivé par la tech sur la phase initiale de POC. Mmh. Moi, je suis arrivé qu'en 2019, donc je suis arrivé pour faire cette transition, donc je peux pas assumer ce qui s'est passé avant, mais oui, c'était, on a des ingés en IA et on va pouvoir répondre à différents besoins sans trop avoir de considération sur: «Est-ce que c'est vraiment pertinent de le faire? Est-ce que ça va vraiment nous permettre de nous ouvrir un marché? Est-ce que, par exemple, détecter si un moustique est mâle ou femelle, c'est quelque chose qu'on a envie de faire pour la suite de l'histoire?» Enfin, voilà, tout ça, c'était avant. Quand on est passé, sur le pivot produit, là, par contre, bah, c'était plus des échanges entre product and tech. C'est-à-dire que bah, moi, j'avais plein de questions pour la tech. Je leur disais: «Mais ça, c'est possible? Ça, on peut le faire? Ça, c'est quoi votre niveau de confiance? Est-ce que vous pensez que si on utilise ce type de techno, on va pouvoir réaliser ce type de use case?» Et notamment le choix de la smart city, c'est un choix qui a été fait, bon, de manière collégiale évidemment, mais qui a été, poussé par le product parce que, j'ai senti que c'était le premier marché où on pouvait utiliser des modèles qu'on avait déjà entraînés. Donc la marche était facile pour nous et qui pouvait permettre également de recevoir un feedback direct de nos clients. Donc on va dire qu'on n'avait pas besoin de repasser par un cycle de 2-3 ans de R&D et donc de développer des modèles complètement, différents d'avant pour y arriver. Donc c'était cette espèce de compromis entre, je dirais la complexité et la valeur qu'on pouvait fournir. Et donc pour rebondir sur l'autre question qui était liée de Samuel qui demande comment vous avez effectué cette transition, c'est de la même manière comme tu nous as expliqué, tout à l'heure, il y a eu de la confiance, ils ont eu envie de justement de changer et de suivre cette dynamique-là? Oui, c'était la confiance et puis, de toute façon, c'était la volonté de la enfin, je veux dire, Au-dessus, on un a un CEO, c'était la volonté enfin, moi, je suis pas arrivé par hasard. C'est-à-dire que la volonté de la direction, la volonté du CEO, c'était: «On veut passer en mode produit, on veut arrêter de faire du projet. C'est ce qu'on veut faire pour 22». Donc, forcément, on avait à la fois une impulsion forte de la direction, qui a mis les moyens en œuvre pour ça. Comme je l'ai dit, on a créé une équipe produit
voilà, il a fallu recruter. J'ai pas donné d'ailleurs aujourd'hui chez 22, on est 70, donc juste que vous ayez, un ordre de grandeur et quand on a commencé, donc en 2019, quand je suis arrivé, on était plutôt, ouais 35-40, quelque chose comme ça. Donc voilà, l'équipe a quand même grandi entre-temps. Donc voilà, c'était à la fois une volonté, de la direction très forte et une volonté des équipes, de passer sur des nouveaux process, sur faire du produit. Je pense que tout le monde a envie de faire du produit, hein, de toute façon, hein. Je connais personne qui a envie de faire du projet jusqu'à la fin de sa vie, hein. Donc malgré tout, ça venait des 2 côtés, quoi, Ouais, autant top down que ouais, bottom up. OK, ouais. hop, j'enchaîne avec la, question suivante de Didier qui nous demande, qu'est-ce que tu utilises, qu'est-ce que vous utilisez comme dataset open source? Alors beaucoup, je vais pas te donner la liste parce que c'est très conséquent. Je te dirais que c'est vraiment le métier de la R&D de sourcer en fait ces datasets en permanence et toutes les semaines en fait on découvre des nouveaux datasets, en fait il y a un travail de veille, sur cette partie-là. Comme il y a un travail de veille également sur, les avancées au niveau des modèles. Je l'ai peut-être pas assez précisé, mais nous, en fait, on n'entraîne pas des modèles from scratch. On part toujours de modèles qui sont déjà existants et qu'on va fine tuner. Donc, le but, c'est un peu d'ailleurs, c'est la même façon de faire dans le développement classique, hein. C'est-à-dire qu'on va pas créer un framework de zéro. On va utiliser un framework existant, on va s'en servir, on va peut-être le modifier, mais on va pas réinventer la roue en permanence. Donc, on a en permanence, en fait, de la veille là-dessus et on a un comité scientifique en interne dans lequel on évalue justement ces nouvelles approches, en permanence. Dans le monde de la computer vision, on avance des fois par à-coups. C'est-à-dire que parfois pendant 2 ans, il y a pas de grandes nouveautés et puis d'un coup, bam, il y a, je sais pas moi, Google qui développe une nouvelle technologie, qui met à disposition ou Meta. Là, notamment, il y a Meta qui a publié une nouvelle méthode, de segmentation, qu'ils appellent SAM et là, tout le monde en parle. Il y a plein de démos sur LinkedIn, voilà, il y a plein de papiers et cetera. Bah, du coup, nous, on va regarder, on va focuser, on va voir est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas. Mais je suis désolé, je peux pas te répondre précisément sur la Il y en a liste des en haut et datasets open source. Il y en a vraiment beaucoup, hein. des évolutions, des nouveautés, il faut toujours être à l'affût, de Ouais. celles-ci. Et il y avait une dernière question que j'ai repérée dans le chat. Si vous en avez encore, c'est le moment ou jamais. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Dans le chat, il y avait une question de Valentin qui te demande si tu connais l'outil Make qui permet d'automatiser les tâches entre autres avec GPT et d'autres. Ça me dit quelque chose. Je teste, beaucoup, ChatGPT comme, je pense pas mal de gens dans le produit. D'une part parce que ça m'aide juste, c'est un super outil, ça m'aide au quotidien. Heu, Pro tip, pour écrire des fiches de poste, c'est super. Pour faire des résumés d'articles, c'est super. Enfin vraiment, La majorité hem, de l'assemblée, pour donner un ordre d'idée, 74 ont répondu au sondage qu'ils avaient déjà expérimenté des choses comme, ChatGPT et Midjourney. ouais, ouais. Moi Voilà. je suis aussi beaucoup, Midjourney, tous les IA génératives d'images. Non, sur Make, moi, j'ai pas utilisé. Je t'avoue que en fait, chez 22, ChatGPT, on regarde ça un peu de loin parce que on est sur, quelque chose de très différent de ce qu'on fait. Comment dire? C'est une nouvelle branche des produits IA qui s'ouvre, hein, avec ChatGPT. C'est vraiment super intéressant. Nous, on est vraiment dans la computer vision, donc il y a pour l'instant peu de liens entre les 2. Ce qu'on imagine et ce à quoi on a déjà réfléchi, c'est potentiellement demain avoir des interfaces, qu'on pourrait piloter, non pas avec, des UX classiques, mais en utilisant un chatbot qui nous permettrait de nous dire, tes résultats au lieu de t'afficher des boards, parce qu'on a un dashboard qui nous permet de visualiser nos datas, d'avoir un compte rendu, sous forme de paragraphe, donc ça serait cool, quoi. Mais ça, du coup, je pense qu'on le développera pas nous-mêmes. On prendra, des modèles, qu'on reprendra, tels quels, voilà. Et c'est Encore pas mal de possibilités à venir. On ne s'arrête pas d'innover non plus et de se renseigner sur ce qui existe. Je vois qu'il y a Stéphane qui est en train d'écrire quelque chose depuis un petit moment. Je me demande s'il n'y a pas une dernière question qui arrive? Stéphane, est-ce que tu peux nous faire un petit signe si, justement tu as une dernière question? Déjà qu'on voit si on ouais. passe à la En suite ou en en pas.
la question, pour rebondir sur la hype en ce moment sur, les IA génératives, donc que ce soit les modèles GPT ou donc DALL-E, Midjourney et cetera. Hem, il faut faire attention parce que j'ai un peu l'impression qu'il est en train de se passer ce qui se passait à l'époque. Alors moi, comme j'ai dit, je suis vieux, donc j'ai connu quand j'ai commencé à bosser, c'était en 2006-2007, donc c'était à l'époque de ce qu'on appelle le web 2, donc les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et cetera, c'était la folie et je me souviens de Twitter à l'époque, tout le monde développait des produits autour de l'API Twitter. Heu, voilà, il y avait plein tous les jours en fait, il y avait, 10 startups qui se lançaient, sur l'API Twitter. Sauf que, bah, vous connaissez l'histoire, hein, c'est qu'il suffit que Twitter dise, «Je change mon API» ou «Je close mon API» ou «Je change mon produit» et d'un coup en fait, tout s'effondre. Avec GPT, il y a plein de choses super qui sont en train de se passer. Il y a Agent GPT qui est génial, que je vous conseille d'utiliser si vous n'avez pas testé. Mais attention, c'est que des produits qui sont hyper dépendants, de l'API, d'OpenAI. Et donc il suffit qu'OpenAI, du jour au lendemain, change son modèle, enfin son modèle IA, lui-même, change son business model, décide, de changer son API ou de fermer son API et tout s'écroule. Donc moi je serais tenté de dire que si vous voulez créer un produit autour de l'IA, je suis pas trop fan de l'approche, «Allez, on va faire un truc no code en prenant un peu de GPT, on va faire des trucs malins». Moi, je serais plus mettez un peu plus les mains dedans, mais enfin, regardez concrètement comment on apprend, à développer des produits en IA et à la limite, peut-être que vous ferez des chatbots, sur la base des modèles LLM, mais ça sera un chatbot qui aura été vraiment, fine tuné, qui sera votre chatbot à vous et là, en ce moment, ça fait des semaines qu'il y a plein de versions, ouvertes, alors open source ou on va dire un peu plus grises d'équivalents des LLM de ChatGPT qui sont disponibles, où des gens peuvent se refaire des entraînements chez eux et cetera. Donc, je pense que la voie, elle est plutôt là. Elle est plutôt dans la réappropriation en fait, de ce type de modèle, pour du fine tuning. Un bon tuto sur un modèle de computer vision. Alors, je vais te donner juste des mots-clés, comme ça tu trouveras, de ton côté. YOLO. Donc, YOLO, YOLO, c'est, en fait, c'est le modèle, le plus utilisé en computer vision. On en est maintenant à la version 8, si je ne m'abuse. C'est hyper complet. En fait, dedans, il y a déjà tout est déjà pré-entraîné. Il y a plein d'objets. Il y a 80 objets qui sont déjà utilisés, enfin déjà dans le dataset, de YOLO. Si je vous donne un petit conseil pour tester la computer vision, téléchargez, l'application qui s'appelle, je vais vous dire ça parce que je l'ai sur mon téléphone. Tac, tac, tac. Les petits conseils de la fin. Ouais, ouais, ouais et ça comme ça, vous pourrez le tester sur votre téléphone en live. C'est, bah, justement, c'est l'équipe qui fait YOLO qui fait ça. Heu, c'est Ultralytics, il me semble. Pourquoi je ne l'ai plus? Ouais, c'est Ultralytics. Alors Ultralytics, vous savez quoi? Je vais vous le taper. C'est comme ça, hop là. Ça, c'est vraiment, vous le téléchargez sur votre, téléphone et ça marche, instant. Avec votre téléphone, ça devient une caméra qui voit tout, comme Neo dans la Matrix. Dans la Matrice, dans Matrix. C'est simplement, beh, un modèle YOLO, qui tourne et avec votre caméra de téléphone, c'est super cool et après, beh, pour les tutos, je te dis, tape, YOLO, tu verras, il y a des centaines de tutos sur YouTube ou autres pour implémenter des modèles. Super, sur ces derniers bons conseils, je pense qu'on a perdu quelques personnes en cours de route. C'est l'heure d'aller prendre l'apéro pour certains, Ouais, c'est vrai manger et moi pour aussi j'ai d'autres. un apéro qui m'attend, tiens. Ah bah, voilà. Pour terminer, du coup, un grand merci à tous ceux qui ont participé. Si vous voulez, rejoindre la communauté justement We Love Product dont vous parlez, vous pouvez scanner le QR code, vous avez le lien et quand on fera d'autres événements, vous pourrez être mis au courant comme ça et si vous voulez continuer à échanger avec d'autres spécialistes du produit, du coup, ça se passe sur cette communauté Slack là. Oui et puis vous pouvez me rajouter sur LinkedIn, si vous voulez continuer la conversation, sans problème
J'en profite, on cherche des gens chez 22, tu sais, je passe ma pub. Si On la a pub est maintenant, c'est la pub 22, il fallait le faire. Ouais, ouais, on a, je crois, de mémoire, une vingtaine, voire 25 postes ouverts et côté product, moi, je recherche un ingénieur QA et un PM. Donc voilà, n'hésitez OK, pas. Normalement, on a notre page à jour, sur LinkedIn ou tapez 22.fr, vous aurez tout ça. ou te contacter directement sur Ou me LinkedIn. Plein de oui, messages en très MP sur LinkedIn, sans problème, bien sûr. bah, merci à toi Antoine et pour information, oui, donc le replay sera accessible via ce même lien. Donc si vous retournez sur le lien, demain, même, dans 1 heure, il y aura le replay justement qui sera accessible. Le chat, les questions, tout est toujours accessible après, l'événement. Yes. Merci beaucoup à toi, Laurie, pour l'invitation et Avec merci à tous plaisir. ceux qui ont tenu jusqu'à la fin. Et les autres, ils iront voir le replay. J'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils pouvaient pas être là, mais qui sont inscrits pour le replay. Donc il y aura d'autres personnes qui pourront assister et aussi voir ta petite promo de fin. Prépare à toi à recevoir des CV. Merci Merci à beaucoup. tous et bonne soirée. Salut.